J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième webinaire sur le web scrapping. Salut Marc. Là, ça va être un peu plus technique que la dernière fois parce qu'on va utiliser un outil un peu plus puissant. Salut Hamza, salut Bruno. Comment est-ce que ça va? J'espère que vous vous portez bien pendant ce confinement et que vous arrivez à maintenir de l'activité à la fois physique et cérébrale. C'est important. Les deux vont de pair. Et là, on va utiliser un outil un peu plus poussé, webscrapper.io. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà essayé de le prendre en main. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident tout de suite parce qu'il y a pas mal de spécificités. Donc là, on va pouvoir voir plusieurs de ces spécificités ensemble. On va commencer par quelque chose on va commencer tranquillement. Je vais vous montrer des exemples, moi, de sites que j'ai scrappés déjà pour voir, le résultat de ce que ça donne une fois que c'est paramétré et comment ça tourne sur des sites un peu différents, des sites, on peut avoir envie de scraper un site de mille et une manières différentes. C'est-à-dire qu'il y a des sites où c'est juste une seule page et tout le contenu est affiché d'un coup. Ça, c'est les plus faciles à scraper. Ensuite, il y en a d'autres où c'est un peu plus, il y a une pagination, donc il faut changer de page à chaque fois. Ça va encore. Et il y a des cas particuliers comme à chaque fois il faut scroller en bas de la page pour ensuite charger des nouveaux éléments et faire répéter cette opération. Donc là, on entre dans les choses un peu plus compliquées et on a encore plein de spécificités. Donc on va essayer d'en voir en regardant 3 exemples. Et comme ça, au moins, en démarrant par ça, on verra le potentiel de l'outil. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous partager mon écran. Hop. On va commencer avec un site de type e-commerce. Donc là, c'est un site assez classique où quand on c'est vrai, le chargement va être un peu difficile, mais en gros, on a plusieurs catégories de vêtements. Je pense que la structure, elle est vraiment classique. On a des catégories de vêtements. Dans chaque catégorie, on a une liste. Hop. Et donc là, ce qui va être utile, ça va être d'aller choper chacun de ces vêtements un à un. Mon temps de chargement n'est pas fou, encore une fois, parce que Livestorm, ça le casse pendant pas mal de connexions. Mais on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, première chose, l'outil s'appelle webscrapper.io. Et vraiment, c'est du point and click, donc on sélectionne les données qu'on veut. On peut déclencher des données avec des clics. Donc, c'est ce qu'on appelle une action dynamique. Ça, c'est important pour un certain nombre de sites. Et enfin, il traite vraiment beaucoup de cas. On va voir à quoi ressemble l'extension. Déjà, l'extension, c'est celle-là. Et elle va être accessible depuis la console. Donc, une fois que vous téléchargez l'extension, vous l'ajoutez à Chrome ou Firefox et vous avez juste besoin de faire un clic droit, aller sur Inspecter et ensuite vous avez WebScrapper ici qui s'affiche et qui est accessible. À chaque fois que en fait vous allez scraper un site, vous allez créer une recette de scrapping entre guillemets. Et donc cette recette, à chaque fois elles sont sauvegardées. Donc, on peut en avoir plusieurs. Moi j'en ai déjà créé une pour Zappa. Et chaque recette, elle est propre à un site. Hop, je vois qu'il y a des questions. Tac. Possibilité de scraper Airbnb, tout à fait. Si on espère fort que Airbnb va survivre à ça, parce que là, ils ont licencié un quart de leurs employés, c'est un peu terrible. Mais on espère qu'ils vont survivre. Moi, j'adore Airbnb. Mais tout à fait, c'est possible de scraper n'importe quel site. D'ailleurs, vous allez le voir.
comment on fait pour scraper un site? Donc, on crée notre sitemap, on crée notre recette, et en fait, on va la définir selon certains critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. L'idée globale, une fois qu'on a mis tout bien nos critères, il nous donne un graphe qui montre un peu comment notre scrapper va voyager dans le site. Donc en gros, moi, mon scrapper, je l'ai créé d'une manière que quand on arrive sur le site d'accueil, première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller dans l'onglet connexion et dans l'onglet dernier prix qui était juste avant. Et dans cet onglet dernier prix, il va aller me récupérer tous mes liens de catégorie. Et une fois qu'il m'a récupéré ces liens de catégorie, il va aller me récupérer chacune de ces liens produits. Et dans le lien produit, on va pouvoir avoir accès à des choses comme le nom du produit, le prix, la description, etc. Donc là, avec le graphe, c'est pas forcément très visible, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le scrapping. Comme ça, on va voir tout de suite en navigation ce que ça va donner. Donc, ouais, je ne sais pas si je vais vous montrer les 3 exemples, parce qu'avec la connexion que j'ai, ça risque d'être un peu laborieux. Donc, on va le laisser tourner un petit peu. En gros, là, vous voyez, il arrive sur le site d'accueil. Ça, j'ai défini son point de départ ici. Ensuite, il va aller chercher le site. Hop. Il va aller passer sur le lien collection. Si ça arrive, ouais. Là, j'ai un peu de mal avec la connexion. J'ai un peu de mal avec la connexion. Donc, il est arrivé que sur le premier. Je vais aller tester avec plutôt MakerPad, voir si la connexion. Je crois que ce site-là, il y a beaucoup moins d'images. Donc, je vais vous montrer l'exemple avec celui-là, ça va être mieux. En gros, ça marche sans souci quand on a une bonne connexion, une connexion normale en fait, ça tourne. Mais là, comme le fait de diffuser mon écran, ça rend la chose compliquée. Bam. Hop. Tac, tac, tac. Yes, c'était quelque chose qui était déjà créé. Je vais d'abord, j'en vais en utiliser qui sont déjà créés. Et ensuite, je vais vous montrer comment en créer un vous-même. Salut Yue au passage. Moi aussi, j'arrive après, je rejoins la conf. Donc là, je charge une configuration qui est déjà faite, par exemple. On va tester de voir si celle-là, vu qu'il y a moins de données à récupérer, on va voir ce que ça donne quand on lance le scrapping. Toujours un petit peu de lag, c'est vrai. C'est pas forcément le meilleur combo, la diffusion et le chargement massif de pages. Tac. Et si dans le pire des cas, si vraiment le faire tourner un script, ça a un peu de mal, ben, on passera directement à la construction et là, bon, déjà, c'est pas mal. Donc là, on voit que j'arrive sur la première page. Je vais récupérer tous les noms et je vais ensuite cliquer sur Next, j'ai une pagination tout en bas. J'ai un bouton Next. Et une fois que je vais cliquer sur le bouton, là, vous voyez qu'il est en train de charger la deuxième page. Et une fois que c'est chargé, il va aller récupérer les noms des autres. Donc là, vous voyez qu'il a trouvé que déjà on passe sur page 2. Il est en train de recharger la nouvelle page. C'est vraiment terrible. Voilà, il a la nouvelle page. Il va aller refaire la même chose. Il va aller reprendre tous les liens, tous les titres. Ici, j'ai choisi de scraper tous les titres parce que c'est ce qui m'intéressait. Mais je pourrais à chaque fois prendre les liens des tutoriels. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs sur Amazon. Et voilà, deuxième page chargée. Il va aller reprendre le next. Alors, là, vous voyez ce lien, c'est page 3. Il va aller afficher page 3 juste en haut. Voilà, c'est ça, page 3. Et ainsi de suite. Je pense que le principe est compris. Une fois qu'on a terminé de tout scraper,
la fenêtre se ferme, mais si on ferme la fenêtre avant, on n'a pas de souci, on peut récupérer déjà toutes les données. Donc là, je crois que j'ai fait que les 3 premières pages, j'ai récupéré à chaque fois une information qui est le titre. Parce que j'ai choisi de récupérer le titre, j'aurais pu aller beaucoup plus en profondeur. Hop. Même les coordonnées. Alors, Monsieur Bissap, ça c'est vrai. Dans mon ancienne vie, je vendais plein de Bissap. C'est vrai qu'avec Wikipédia, il n'y a pas beaucoup de données, ça pourrait aller plus vite. Tata. On risque quoi en gros selon, il y a certains sites qui ont des protections contre le scrapping. Et si vous le faites d'une mauvaise manière, vraiment trop, en y allant trop comme un bourrin, certains sites peuvent dire interdire votre IP. Par exemple, Amazon, qu'on va commencer à scraper, c'est un site que si on fait du scrapping vraiment très lourd, il peut dire voilà votre adresse IP, c'est mort, vous avez plus accès à Amazon. Et pour éviter ça, en fait, il suffit, là dans le scrapping, par exemple, on a mis 2 secondes entre chaque changement de page, ce qui est déjà pas mal. Mais si vraiment pour Amazon, par exemple, on pourra mettre plutôt du 5 secondes ou même du 10 secondes pour éviter d'avoir de se faire bannir en fait. Donc ça en fait, il faut juste le savoir. Certains sites ont des politiques anti-scrapping et d'autres n'en ont pas forcément. Ça, c'était aussi un autre site que je voulais vous montrer. Je pense que ça va être un peu compliqué. Et c'est un site qui, lui, marche pas mal au déroulé, au scrolling. Et donc ça aussi, web scrapping, c'est webscrapper.io, c'est un outil qui marche très bien avec le scrolling. Et ça, il y en a pas tant que ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je teste rapidement, mais si juste pour vous montrer le déroulé, j'ai l'impression que ça va pouvoir donner quelque chose. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc là, je lance ma recette. Il va en bas de la page et il va charger les nouveaux objets. Et il le répète jusqu'à qu'il n'y ait plus de nouveaux objets. Ça, automatiquement, j'ai rien à faire. Il va y aller. Donc, il va vraiment dérouler toute ma liste. Et ça, c'est pas moi qui lui dis la longueur qui a déroulé. C'est juste qu'il il va en bas jusqu'à qu'il trouve plus de nouveaux éléments. Donc, il le fait tout seul. C'est super pratique. Et une fois qu'il arrive à la fin des éléments, il va détecter que c'est fini. Et par exemple, ici, que j'ai fait comme scrapping, je lui ai dit, chaque fois que tu descends, tu me récupères la liste de tous les liens. C'est une appli qui donne les idées de combien ça coûterait pour développer un clone, par exemple. Et moi, je voulais récupérer des infos dans chacun de ces clones. Donc, je le laisse descendre jusqu'au bout. Et une fois qu'il a tout expérimenté, qu'il a tout vu, qu'il a tout checké, il va dire OK, maintenant que j'ai récupéré la liste de tous les liens, je vais aller visiter chacun de ces liens un à un. Et dans chacun de ces liens, moi, je vais récupérer des données. Donc là, on va lui faire charger qu'une seule page parce que sinon, ça va être compliqué. Mais on voit que déjà, il essaie de charger une page. Je vais quitter juste après. Donc, en gros, une page, bon, c'est une page, voilà, on a des infos sur une app, etc., etc. On va quitter pour soulager. Mon ordi commence à faire du bruit. Donc, il charge la page et en gros, là, il m'aurait chargé la liste. Vraiment, il m'aurait chargé une par une toutes les pages. Donc, j'ai quitté la page un peu vite. Il n'a pas eu le temps de récupérer les infos sur la page. C'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer le concept et ce qui est possible de faire. Et du coup, maintenant, on va le faire nous-mêmes sur Amazon. Tac. Donc voilà, Amazon, encore une fois, on peut le scraper de plusieurs manières différentes. Là, je pense que on voit une liste de produits, c'est vraiment le display classique. Et on va aller récupérer la liste des e-books.
Sur LinkedIn pour récupérer des emails. Alors, les emails, le truc, c'est qu'ils sont pas affichés directement. Ils sont pas affichés directement sur LinkedIn, les emails, où il faudrait aller les chercher dans le profil. Mais vu que LinkedIn a une politique de anti-scrapping également, autant passer par la technique Google que je vous avais montré. Pour LinkedIn, c'est le cas où c'est plus intéressant parce que c'est une donnée qu'on peut récupérer facilement. On veut juste un mail, on veut pas grand-chose, donc c'est pas trop un problème. Là, webscraper.io, c'est plus indiqué quand on veut récupérer plein de choses sur les données. Par exemple, ici, on va récupérer dans chaque page plusieurs choses, le prix, la note moyenne, tout ce genre de choses. Donc, hop, je vais commencer. On va créer une nouvelle sitemap. Quand vous êtes dans votre onglet, c'est assez simple. Il suffit de donner le nom qui est assez évocateur. Donc ça fera Amazon eBooks. Et ensuite, vous récupérez le lien de votre recherche et vous le mettez dans l'URL. Maintenant, on peut commencer à créer notre recette. Donc là, vraiment, le scrapping démarre à l'URL qu'on a rentrée. Donc ici, c'est bien celle-là. Et c'est ce qu'on appelle la racine, donc route. Donc c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Et c'est là qu'on va commencer vraiment à rentrer dans l'outil. Première chose, on va ajouter un nouveau sélecteur. Les sélecteurs, c'est ce qui nous permet de dire je vais aller récupérer tel type d'information. Donc dans un premier temps, nous, pour visiter chacune de ces pages, on va aller récupérer le lien. Donc il y a plusieurs types de sélecteurs. Nous, ce qu'on cherche, c'est un lien, donc link. Mais tout à l'heure, par exemple, quand je vous ai montré le scroll down, c'était un élément de type scroll down. C'est ça qui va nous permettre de faire le défilé. Alors, récupérons le lien. On va l'appeler ebook link. Et une fois qu'on a choisi le type et qu'on lui a donné un nom, on va sélectionner, et c'est là où intervient la manière visuelle, sélectionner la donnée qui nous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien. Une fois que j'ai fait select, je clique dessus. Et comme ce qui m'intéresse, c'est pas un lien, mais plusieurs liens, un peu comme Spider pour ceux qui ont vu le dernier webinaire, je vais cliquer un autre et automatiquement, il va aller me récupérer. Attends, non, là, il l'a pas pris parce qu'il a dû considérer que les liens sponsorisés sont apparemment différents des liens classiques. Donc, imaginons que moi, je me concentre sur les liens non sponsorisés. Donc, je vais plutôt aller les prendre comme ça. Hop. Décidément, il n'est pas d'accord. OK. Alors, ça s'avère que... Ah, OK. Sur cette page, vous voyez que j'ai sélectionné les deux premiers liens. Là, on dirait que les produits qu'il met en avant par Amazon, il les considère dans une autre catégorie. Donc, il allait me récupérer tout ce d'en dessous, sauf les sponsorisés. Donc, les sponsorisés sont une catégorie de liens différents. Et si on voulait, on peut refaire l'opération pour les sponsoriser après. Déjà, restons sur nos liens de e-book classiques, non sponsorisés. Donc là, on les a sélectionnés. On en a sélectionné plusieurs, donc on va cocher la case multiple. Et on va surtout, un truc qu'il ne faut pas oublier de faire, appuyer sur Done Selecting. À force d'en faire, souvent on l'oublie, mais c'est le plus important. C'est là que notre sélection va être validée. Et pour vérifier que la sélection, enfin, c'est super important, comme on va en faire plein, vérifier que la sélection, elle est bonne. On va juste faire une prévisualisation des données et voir si on a bien quelque chose de cohérent. Donc là, moi, j'ai des liens d'e-book. Voilà, Stephen King, j'en ai plein. Ça me paraît pas mal. Donc, ça, c'est bon. Et une fois que ça, c'est bon, qu'on a vérifié dans notre data preview qu'on avait ce qu'il nous fallait, on va juste aller faire un Save Selector et
on a récupéré les premiers liens de nos produits. Hop, je vais écrire une question. Cliquez sur Nul pour récupérer un fichier CSV. Peut-on scheduler une action? Hop. Alors, on peut totalement scheduler une action, mais ça, c'est la version payante de WebScraper.io, c'est-à-dire que je peux lancer ma recette, exécuter ma recette tous les jours à telle heure. Donc ça, c'est la version cloud. Et sinon, si je crée un nouveau sélecteur, par exemple, j'ai un type de sélecteur element click. Donc je peux lui faire cliquer sur un bouton télécharger et je peux ensuite récupérer, après ce clic, je peux récupérer le lien de téléchargement. Et donc avec ce lien de téléchargement, je pourrais en faire ce que je veux, le stocker et le télécharger au plus tard ou le mettre dans mon lien de données, ou même si je connecte mon scrapping, je le finis et derrière je crée une automatisation pour aller faire un téléchargement des différents liens, ça se fera très bien. Donc ça, c'est assez simple. Premier étage, on a récupéré la liste des liens. Mais une fois qu'on a récupéré la liste des liens, on va aller récupérer les données qui sont à l'intérieur. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qui est intéressant là, avec WebScraper.io, c'est qu'on a une notion de profondeur. Là, sur la première page, on a récupéré les liens de base et maintenant, on va aller dans une profondeur supplémentaire qui se trouve donc dans notre ebook link. Pour bien paramétrer cette profondeur, on va donc se rendre dans ebook link. Ici, là, ça signifie que on arrive à ce niveau de sélecteur qu'une fois qu'on est déjà entré dans un des liens qu'on a récupéré. Ce qui veut dire que pour chacun des liens de produits que j'ai récupérés, je vais me rendre dans ce lien, je vais le visiter et je vais sélectionner ce que je veux. Donc là, je peux récupérer plusieurs choses, je peux récupérer des images, je vais récupérer la photo. Hop. Ça c'est bon. On fait un data preview pour s'assurer que c'est bien rentré. Donc voilà, j'ai bien le lien de l'image. On sauvegarde. Et on va faire ça pour, disons, le texte et le prix. Le titre, qui est un texte. On récupère. On va sauvegarder. On va ajouter. Est-ce qu'il y a une histoire? Alors le prix va être ici. Il y a un prix Kindle et nous on va récupérer le prix TTC, disons. Ça va être du texte. Prix. Hop. Alors, bon. On peut choisir un peu n'importe lequel. Un peu sur les deux fonctions. On va dire prix livre imprimé, ça me paraît plus cohérent quand même. Parce que 0 €, ça c'est la technique d'Amazon, mais pour aussi récupérer les deux, mais bon. On va se contenter de ça. Data preview, ça nous donne le prix. Excellent. Ok, donc voilà. Là maintenant on va aller tester le script un peu, voir ce que ça donne. Pour voir si déjà cette première étape, ça s'est plutôt bien passé, est-ce qu'il va bien visiter. Donc pour faire ça, une fois qu'on a créé notre recette, on peut regarder un peu comment ça marche, les booklinks, les différentes données. Donc ça c'est la visualisation. On a juste à lancer le scrapping. Hop, on va augmenter un petit peu le délai et on va démarrer. Voir ce que ça donne. Ok, donc première chose, il arrive sur la page de base. Tant mieux, il récupère la liste de tous les liens. Et maintenant, il va commencer à aller les visiter un par un.
Ok. Donc il va, première chose, sur le premier lien, il va aller récupérer les données que j'ai demandées. Tac. J'aurais pu récupérer encore plus de choses, même des choses qu'on sort. Donc là, j'ai mis 4 secondes. Maintenant, il va aller chercher, charger le deuxième. Donc voilà, protecteur pour Cheyenne. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Ça se passe bien. Si je refresh, j'ai les données que je veux. Il a eu le temps de charger que ceux de la première page. Mais si on l'avait laissé tourner jusqu'au bout, on serait rendu compte que nous, ce qu'on a récupéré, c'est seulement la première page. On a eu que les liens de la page 1. On n'a pas fait de navigation à la page 2, à la page 3, pour toutes les pages qui existent. Donc, une fois qu'on a vérifié que déjà pour le premier étage de page, on arrivait à scraper les bonnes données de la bonne manière qu'on veut, il va falloir faire quelque chose qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire visiter chacune des pages. L'objectif de scraper des produits, ça peut être très variable. Ça peut être de vérifier un petit peu à chaque jour l'évolution des prix des produits. Ça peut être vérifier un peu à quel point évolue la gamme d'un concurrent. Ça peut être détecter des nouveaux, s'il y a des produits qui sont moins chers. Il y a plein de cas d'usage très particuliers. Et ouais, ça c'est pour Bruno. C'est Bruno, le visionnaire d'Amazon. Il vous en dira plus. Il a de très bonnes idées sur le sujet. Mais il y a plein de cas d'usage intéressants. Alors, et une fois maintenant que donc on a récupéré notre premier étage, on a fait notre premier scrapping, on va retourner dans la recette. Image, le titre, prix, et on va revenir à la racine. Et à la racine, on va ajouter un nouvel élément qui va être le clic sur le bouton suivant. Et donc pour ça, on va rajouter juste un nouveau sélecteur. On va rajouter un clic de type lien parce que ce bouton suivant, en fait, il va nous emmener vers une nouvelle page. Parfois, il y a des paginations qui ne sont pas des nouveaux liens, en fait. La page, elle reste la même, mais c'est juste qu'en cliquant, on active un rechargement. Et dans ces cas-là, plutôt que d'aller chercher un lien, puisqu'il n'y en a pas, on va déclencher un clic. Un peu comme tout à l'heure, l'exemple de déclencher un clic pour télécharger quelque chose. Donc ça, vous pouvez tester. Si en cliquant, ça vous donne un lien et que ça marche, c'est bon, le lien, ça suffit. Sinon, il faudra peut-être tester des clics. Donc ça, on va appeler Next Page. Et ça reste toujours le même principe. On clique sur Select, on récupère ce qu'on veut, on fait un Down Selecting, on vérifie que la donnée est bien récupérée. Donc là, a priori, c'est un lien, ça a l'air normal. Voilà, page 2, parfait. Et une fois que ça c'est fait, maintenant on va ajouter une subtilité. Parce que si vous avez bien suivi, le fait de juste cliquer sur le lien suivant, il n'y a pas de raison qu'il clique plusieurs fois sur le lien suivant. Il va arriver sur ma page mère, il va cliquer une fois sur le lien suivant et après ce sera terminé. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que une fois qu'on a appuyé dans le lien suivant, on veut encore appuyer sur le lien suivant. Et pour faire ça, on va rajouter un parent qui va être lui-même. Alors là, c'est un peu tricky. Si vous avez suivi un peu la navigation, par exemple, au début, on a récupéré la liste des liens de tous les produits. Ensuite, dans chaque produit, on allait récupérer des informations. Et quand on récupérait les informations, en fait, c'était l'enfant du lien du produit.
Maintenant, si on imagine que sur chaque lien de page, on va aller cliquer sur la page suivante, eh ben, on a un peu notre inception en fait. Sur chacune de nos pages, vu que Next Page Link, en fait, c'est une page racine, mais ça va être la page 1, la page 2, la page 3, on va aller à chaque fois, à partir de la page 1, récupérer la page 2, à partir de la page 2, récupérer la page 3, etc., etc. Donc, si on sauvegarde ça, que maintenant, les liens de nos e-books, c'est pareil, on ne va pas les récupérer seulement à partir de la page racine, on va aussi aller les récupérer à partir des pages 2, 3, 4, qui sont les Next Page Link. Exactement. Hop. Alors, maintenant, si on va retester notre scrapper, on devrait avoir un comportement un peu différent de tout à l'heure. Puisque, à la place d'aller chercher directement les liens des produits, on va aller chercher les liens dans les liens. On va aller chercher la next page à chaque fois. Donc, première chose, on charge la page. Impeccable. Et là, on a changé de page. On a changé de page, on est sur la page 2. Hop, si je vais en bas et que j'y arrive à charger, voilà, je suis sur la page 2. Il va attendre, il va passer à la page 3, etc., etc. Et comme on a bien vérifié que notre scrapping des pages boutiques marchait bien, une fois qu'il aura récupéré toute la liste des liens, il va les visiter les pages les unes après les autres. Et cette fois-ci, on aura récupéré toutes les pages. Donc là, on ne peut pas le laisser tourner ad vitam aeternam. Enfin, on peut, mais on n'a pas trop le temps. Donc, il n'a pas encore eu le temps d'aller récupérer des données. Mais c'est ce qu'il aurait fait. Ça aurait été le cas, un peu comme ici, où une fois qu'il avait fini de tout slider, il avait pu aller récupérer la première page et ainsi de suite. Et par exemple, quand je vous disais qu'il y avait plusieurs moyens de scraper le site Amazon, ici, on a récupéré à partir d'une recherche e-book. Mais si on avait voulu, on aurait pu créer un scrapping qui va directement sur le Amazon Direct, qui déplie ce menu-là avec une action clic et qui va aller copier les liens de chacun des sous-séries. On peut lui dire, bah, écoute, tu vas me cliquer chacune de ces cases, et dans chacune de ces cases, tu vas aller me copier les liens de chacune des catégories. Et en fait, on peut faire des choses assez complexes. On peut dire, OK, je vais scraper comme ça, mais peut-être que je vais plutôt aller cliquer sur toutes les catégories vente flash. Là, en plus Amazon, il y a plein de moyens différents de le faire. C'est vraiment à nous de choisir, de tester ce qui nous va, ce qui remplit nos objectifs. Et souvent, comme c'est un outil très puissant et que il y a beaucoup de paramétrage possible, des fois, il y a plein de choses on a l'impression que ça marche pas, que ça saute des données, qu'il y a des choses qui ratent, qu'il y a un bug, mais je peux vous assurer que l'outil, il a été éprouvé après des années. Franchement, ils sont très très forts dans le milieu et ça marche très bien depuis longtemps. Et c'est plutôt une erreur en fait, une erreur humaine qu'une erreur du logiciel. Et souvent, la plus grosse erreur, moi qui m'arrive tout le temps, c'est d'oublier de faire done selection. Et ça, c'est hyper sournois parce que vous avez l'impression que tout se passe bien, que tout est logique, mais vous avez juste oublié de faire done selection et donc il n'a pas récupéré la donnée. Et là, tout s'effondre alors que vous aviez fait un super plan de génie. Donc, n'oubliez pas, le done selecting, ça fait vraiment la différence. Et on oublie forcément, même moi, j'oublie tout le temps à chaque fois que je le fais. Le premier réflexe, est-ce que j'ai fait mon done selecting? Donc, je vais pas rentrer plus
dans les détails techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tac, tac. Les recettes sur le même site. Alors, tout faire sur un scrap ou il faut mieux avoir plusieurs recettes sur le même site, ça dépend. Ça dépend totalement de l'usage en fait. Est-ce que ton scrap, tu vas le lancer à chaque fois au même moment ou pas? Moi, par exemple, si je veux scraper, si j'ai un scrap bien particulier pour récupérer les e-books d'Amazon et qu'il n'est pas corrélé à mon scrap pour récupérer tous les casques d'Amazon, des images de casques, si je les utilise pas au même moment, je vais créer deux recettes. Par contre, si c'est le scrapping, il a vocation d'être fait toujours au même moment parce que c'est pour le même usage, que je veux scraper ces deux catégories en même temps parce que mon site il fait un lien entre les deux, alors là, je vais créer une même recette parce que je vais les utiliser en même temps, donc autant tout lancer. Et pour les scraps complexes, c'est pas mal aussi de passer. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que Amazon était un peu sécurisé. Ah voilà, justement. Est-ce qu'on peut utiliser le navigateur Tor pour éviter le tracking de notre IP? J'avais loupé cette question, Nicolas, mais c'est une excellente question. Et en fait, on peut utiliser des proxys, effectivement, des proxys. Et c'est comme ça qu'on fait pour éviter de se faire repérer. Si vous voulez scraper Amazon massivement, plutôt que de faire passer le scrapping par votre IP, comme je l'ai fait là, juste avec simplement mon extension, vous allez utiliser la solution cloud de webscraper.io qui vous permet de lancer votre script depuis plein de serveurs, plein d'intermédiaires qui vont faire que Amazon ne saura pas que la demande elle vient d'une seule personne. Ça passera autre part. Et vous allez pouvoir scraper tout tranquillement. Et derrière, tout passe par des proxys, vous êtes sécurisé, vous n'avez pas de risque de vous faire bannir. Donc c'est le même concept que Tor, comme tu disais, et ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez sans problème. Des use cases de scrapping qui apportent une vraie valeur ajoutée. Ben ça dépend franchement des industries. Par exemple, il y a des demandes. Moi, j'ai eu des demandes pour des personnes qui avaient besoin de scraper toutes les listes d'exposants les mails, par exemple, les mails, les contacts, le pays des exposants d'un stand, enfin, des exposants d'une exposition. Ouais, c'est pas ouf. Bon, en ce moment, les expositions, c'est un peu mort, les expositions physiques. Mais si on veut récupérer tous les exposants pour ensuite leur envoyer des messages et leur dire vous serez à ce stand, on peut vous proposer ça, eh bien ça, clairement, c'est utile pour eux. Ils en avaient besoin et voilà, et c'est un vrai besoin. Donc en fait, si on n'a pas d'idée d'usage de scrapping, c'est soit que en fait on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a jamais besoin, on se dit jamais besoin, ah mais moi j'aurais besoin de contacter telle personne et je sais qu'il y a les infos sur le site, mais il y en a trop, je vais pas le faire à la main. Parce que là, on parlait de centaines de milliers d'exposants, donc c'était quand même assez violent sur une centaine de sites différents. Et si vraiment vous n'avez pas d'usage pour vous, c'est que peut-être vous avez juste pas besoin de la méthode en fait. C'est vraiment, ça vient résoudre un problème, mais il faut pas s'inventer des problèmes non plus. Prospection via de la récup de contact, il y a d'autres catégories. Je t'avoue que là, je l'avais en tête un moment parce que j'avais eu un cas, mais j'arrive pas à m'en souvenir tout de suite. Je sais que tu peux l'utiliser tu l'utilises pour d'autres choses. Je l'ai déjà utilisé pour d'autres choses. J'arrive pas à me souvenir de quoi exactement. Moi, c'était si j'ai constitué une base de données pour faire un système, par exemple. J'avais besoin de faire un système qui matchait certaines choses. Et en gros, pour nourrir un peu mon algorithme, j'avais besoin de me baser sur un certain nombre de données. C'était assez élevé. Donc voilà, j'ai récupéré une base, c'était un certain nombre de pitchs. C'était des pitchs de startup. J'avais besoin d'une grande quantité de pitchs de startup pour derrière faire mon algorithme qui allait me permettre de traduire ces pitchs pour faire quelque chose. Ou même tu peux avoir besoin de scraper beaucoup de banques d'images et ça tu vas pas aller le faire toi-même, tu vas aller les récupérer automatiquement. Donc il y a plein de choses. Il ne faut pas se limiter. C'est pas parce qu'on n'y pense pas que c'est pas utile. C'est pour ça d'ailleurs que je vous montre la possibilité. Comme ça ensuite vous en faites ce que vous voulez, mais restez à l'affût.
il y a plein de cas auxquels on n'aurait jamais pensé, mais qu'une fois qu'on découvre que c'est possible, une personne va vous dire, mais moi j'en aurais besoin pour telle chose. Donc, restez à l'écoute du marché, comme on dit. C'est tout pour ce webinaire. Vraiment, c'était une vision un peu d'ensemble et je suis pas rentré trop dans le détail, mais c'est déjà pas mal et ça donne des idées. J'espère que ça vous a plu. Alors Marc, pour ce qui est possible de scraper en fonction des valeurs saisies issues d'une table qui alimente les champs de la page pour scraper le contenu d'une page. Tu penses par exemple à une recherche. Imaginons tac, 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 que si on voulait scraper une liste de recherches sur le site Amazon, plutôt que de rentrer l'URL de la recherche à chaque fois, ce que tu peux faire avec une version cloud, c'est de calculer l'URL en fonction de la recherche et lancer le scrapping à partir de plusieurs URL. Et donc, tu peux avoir ces différentes valeurs saisies. Souvent, les valeurs saisies, elles vont se retrouver dans l'URL. Donc, c'est un moyen d'y parvenir. Et si c'est pas suffisant, là, on entre dans des choses plus complexes. C'est possible, mais vaut mieux rentrer dans le cas pour voir comment ça se fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile, même si des fois on voit pas trop, enfin si vous voyez pas forcément à quoi ça peut vous être utile, ben, c'est dommage, mais si ça vous donne des idées, c'est trop bien. En tout cas, c'est tout pour webscraper.io. Si vous avez des questions sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, n'hésitez pas à me les poser sur LinkedIn ou par mail. Il n'y a pas de souci, je suis dispo, même si je réponds pas forcément dans la minute. Je finis toujours par répondre et ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci Bruno, ça fait très plaisir. Un ou deux tests, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu m'envoies ça, tu me dis ce qui va pas et j'essaierai de regarder quand j'ai le temps. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, je suis pas toujours forcément ultra réactif, mais je finis par m'y mettre. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller tester l'outil maintenant au Webscraper.io. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Sujet mystère, moi-même je ne sais pas encore, mais ce sera dans la tech, ça c'est sûr. Dans la tech et dans le no-code. Donc stay tuned. À très bientôt. Salut.